Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de Learn French en ligne. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir Ingrid Desjour. Elle est autrice et une experte en écriture créative. Son parcours unique, passant de la psychocriminologie à l'écriture, et lui permet d'offrir une perspective fascinante sur la narration et la communication. Ingrid, merci beaucoup d'être ici avec nous. Merci beaucoup de m'inviter à participer à ce podcast. Je suis ravie d'être ici avec vous. D'accord. Alors, Ingrid, racontez-vous un peu de votre parcours et aussi petit peu pour savoir un peu pour notre public. Oui, alors j'ai exercé pendant plusieurs années en tant que psychologue spécialisée en criminologie en Belgique. Et puis ensuite, après quelques petites incartades professionnelles, je me suis dirigée vers l'écriture. Donc je suis actuellement romancière. J'ai écrit une douzaine de romans, essentiellement des thrillers, mais aussi du fantastique, du cozy mystery, du roman contemporain. Je suis également scénariste pour la télévision et les plateformes. J'anime aussi des ateliers d'écriture pour les personnes qui ont envie d'écrire un roman ou de faire de l'écriture créative. D'accord, c'est bon. On peut parler en plus à propos de l'écriture créative. Je pense qu'on a déjà fait un programme avec vous. C'était très intéressant et qui est aimé par tous les participants. Mais avant, j'ai quelques questions. C'est le coup. Pourquoi est-il important pour tout professionnel, même ceux qui ne sont pas écrivains, d'avoir une bonne maîtrise de l'écriture? Eh bien, je dirais qu'il y a un adage en français qui dit « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Et effectivement, être capable de retranscrire précisément sa pensée montre qu'on maîtrise son sujet et permet aussi de réduire les malentendus en envoyant des messages clairs à ses interlocuteurs. Ingrid, j'aimerais savoir, pour quelqu'un qui doit écrire dans sa vie professionnelle, quels sont les éléments clés d'un texte réussi? Par exemple, pour écrire un email ou un post de LinkedIn ou un rapport. Ouais, alors je dirais trois choses me viennent assez essentielles. Là encore, je vais insister sur la précision du langage. Il faut autant que possible utiliser les bons mots pour désigner les choses, les concepts, parce que plus on est précis, plus on va pouvoir être concis et clair. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de parler flou, parce que c'est pas rassurant pour son interlocuteur. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je dirais la simplicité. C'est-à-dire que on peut faire des phrases simples sans abuser d'adverbes, de jargon qui va exclure ceux qui ne partagent pas ce jargon et sans, si vous me permettez, bullshit. Parce que le jargon et le bullshit, non seulement ne sont là au final que pour flatter l'ego de celui qui l'utilise, mais ce sont des écrans de fumée en réalité qui vont souvent masquer un raisonnement défaillant ou un manque de confiance en soi. Quand on a confiance dans son produit, dans soi-même, on n'a pas besoin de poudre aux yeux. Et de plus, le jargon d'aujourd'hui, aussi branché et stylé soit-il, vieillira mal de toute façon et aura l'air ringard dans quelques mois ou quelques années. Et personne veut qu'Internet se souvienne de soi comme d'un ringard. Ensuite, le dernier point, je dirais la respiration. Comme je le disais, il faut des phrases simples, précises, faciliter la compréhension. Et aussi, ce qui est très important, c'est de donner du temps à son interlocuteur pour assimiler les informations. À l'oral, par exemple, on va marquer des pauses. On va valider que l'autre a bien compris en posant des questions, en lui permettant aussi d'en poser. À l'écrit, on va aérer le texte, tout bêtement, en sautant des lignes, en découpant le texte de façon logique
et en synthétisant régulièrement ce qu'on a dit pour permettre au lecteur de retenir les informations pertinentes. Voilà ce que je dirais. Ouais, je pense que j'ai bien compris votre point de vue et c'est bien clair pour moi aussi également. Je pense que c'est bien clair pour le public qui va regarder ce podcast. Alors, comme beaucoup de gens trouvent difficile de structurer leur idée, quels conseils simples donneriez-vous pour rendre ces écrits plus clairs et fluides? Je pense que la première chose, avant d'écrire un texte, c'est qu'il faut se demander quel est le message qu'on veut faire passer et comment on doit s'y prendre. Je dirais qu'on peut visualiser le texte comme un escalier qui nous conduit là où on veut amener le lecteur. Si l'idée est de vendre un produit, par exemple, je vais lister chaque étape, chaque marche qui va me conduire à la suivante jusqu'à l'acte final d'achat si je vends un produit. Ensuite, ces marches, je vais les transformer, chaque marche, je vais la transformer en une phrase ou en un paragraphe qui va me permettre d'accéder à la marche suivante avec un lien logique, avec une idée par marche qui va me permettre de progresser jusqu'à l'idée finale, jusqu'à ce que je veux atteindre comme but. D'accord. Et quelles sont les astuces? Cette question est très importante pour tout le monde parce que la plupart des gens qui suivent notre chaîne sont indiens. D'accord? Et pour les Indiens, trouvent très difficile pour produire la bonne écriture. Alors, quelles sont les astuces faciles que tout le monde peut appliquer pour améliorer son écriture chaque jour? Lire. La lecture. Lire des écrits dans le genre de ceux qu'on doit produire pour percer le mystère de leur succès. Pourquoi ça marche? Ou au contraire, pourquoi ça marche pas? Pourquoi c'est un flop? Je pense qu'il faut aussi vraiment savoir à qui on s'adresse, s'interroger sur la cible. Pourquoi? Parce que je ne vais pas parler de la même façon à un adulte de 40 ans ou à un enfant de 10 ans, à un esprit littéraire ou à un esprit mathématique, à un expert ou à un néophyte. Donc, si je sais déjà à qui je parle, je vais adapter mon écriture. Et enfin, je dirais pratiquer et oser se confronter à la critique. Même si c'est pas toujours très agréable, il faut faire lire ces textes à des personnes différentes. Déjà pour savoir si c'est compréhensible, si tout le monde comprend bien tout le texte. Et aussi, voir ce qui a un impact positif ou négatif sur les lecteurs et bien sûr être prêt à se remettre en question, à modifier certains automatismes qu'on a et qui sont pas forcément les plus pertinents, même s'il s'agit de formulations qu'on aime bien parce que ça nous fait plaisir d'écrire comme ça. Je pense que quand on écrit, le plus difficile, c'est de garder en tête qu'on écrit pour les autres et pas pour soi. On n'écrit pas pour se faire plaisir, mais pour transmettre quelque chose. Et ça, c'est le plus important. D'accord. Et je pense que vous avez dit que la lecture est très importante pour développer ou pour progresser dans l'écriture. Donc, je vous recommande de lire les romans d'Ingrid parce qu'elle a déjà produit dizaines de romans, si je ne me trompe pas. Une douzaine, oui. Ouais. D'accord, c'est bon. Donc, d'accord. Et est-ce que vous recommandez quelques auteurs ou peut-être quelques plateformes pour développer l'écriture ou peut-être lire des nouvelles qui est très important pour développer ou pour progresser dans l'écriture créative? Alors, ce que je peux recommander, c'est vraiment de lire ce qu'on aime lire. Parce que on lira d'autant mieux et on s'accrochera plus, même si c'est difficile, à un texte qu'on aime, qui nous parle. Donc si vous aimez la romance, lisez de la romance.
si vous aimez les romans historiques, lisez des romans historiques, peu importe, finalement, vous attraperez toujours quelque chose de la culture française, du français, et aussi des implicites de la langue, quelle que soit la lecture que vous ferez. Donc moi, je vous recommande vraiment d'aller vers ce qui vous est agréable, parce que ça vous sera plus facile et ça vous encouragera à progresser. Oui, c'est clair. OK. Donc, comme vous savez, et vous êtes autrice et scénariste, l'authenticité est clé pour capter l'attention. Alors, Ouais. comment peut-on trouver son propre style d'écriture et le rendre capitaux? Mais je pense que vous avez tout à fait raison. Ce qui va nous distinguer d'une autre personne qui aurait la même chose à dire, c'est vraiment notre personnalité, notre authenticité, comme vous dites. Et je pense que pour ça, il est important de conserver une part de naturel. Je pense qu'il faut vraiment éviter le langage trop corporate euh, ou trop standardisé. En fait, il faut vraiment réussir à, même si c'est une communication professionnelle, je pense que on peut être professionnel tout en laissant parler sa personnalité. Donc pour ça, on peut conserver des expressions qui vont être peut-être un peu plus familières pour créer une connivence. Je pense qu'une astuce pour savoir si on est alors captivant, je sais pas, mais en tout cas intéressant, authentique, c'est de lire son texte à voix haute. Parce que si quand je lis mon texte à voix haute, je bute sur un mot, sur une phrase, que j'ai du mal à la prononcer, eh bien, mon lecteur aura du mal à la lire, à la comprendre peut-être. Et aussi, est-ce que quand je lis mon texte à voix haute, est-ce que je m'intéresse moi-même ou est-ce que je m'ennuie? Parce que si je m'ennuie quand je lis mon texte, on peut parier que mon lecteur va s'ennuyer également. Donc c'est un bon baromètre pour voir si effectivement on peut conserver l'attention de son lecteur, lire le texte à voix haute. D'accord. Alors, maintenant, j'aimerais parler à propos de écriture créative, comme vous produire ce type des ateliers. Donc, alors, qu'est-ce que vous pensez, comment il peut améliorer ou peut-être aider dans notre parcours dans la partie d'écriture? Parce que j'ai vu, on a déjà fait plein de programmes sur l'écriture créative, d'accord? Ouais. Et on trouve les formateurs utilisent des techniques de poétique, comment produire. C'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez parler un peu à propos de l'écriture créative ou peut-être Euh, technique? oui, mais alors qu'est-ce que vous voulez savoir exactement par rapport à l'écriture créative? Écriture créative, quelles sont les techniques que vous utilisez dans votre atelier? Ça dépend, c'est très varié. Ça dépend à la fois du niveau de départ des participants et ça dépend aussi de l'objectif. Parce que on ne va pas enseigner les mêmes choses, les mêmes techniques et de la même façon à quelqu'un qui veut écrire une fiction, par exemple, ou quelqu'un qui veut faire du storytelling pour une entreprise, par exemple. En revanche, il y a des points communs entre les deux. Je dirais que ces points communs, et on sera peut-être appelé à en parler un peu plus tard, mais il y a effectivement le parcours, le parcours du protagoniste, c'est-à-dire que j'insiste beaucoup sur comment faire en sorte que le lecteur s'identifie au protagoniste, comment jouer sur l'ambiance, l'atmosphère également. Et oui, l'identification, c'est vraiment très important. Mais c'est compliqué de parler de technique parce que je m'adapte énormément à mes participants, à leurs demandes, à leurs besoins.
à leur niveau et c'est compliqué d'en parler comme ça. Je comprends bien, je comprends bien. D'accord. Donc, c'est important, hein, juste comprendre bien votre participant et adapter selon leur demande. Oui. D'accord. Et comme, maintenant, je vais préciser sur votre roman. Donc, dans vos romans, vous utilisez souvent des éléments psychologiques pour captiver les lecteurs. Comment peut-on appliquer ces techniques dans un texte professionnel pour le rendre plus convaincant? Et justement, je vais faire suite à ce que j'ai dit précédemment. Alors évidemment, des techniques, il y en a un paquet, mais j'ai envie de dire que pour moi, le plus important, ça va être vraiment la projection et l'identification. Je pense que plus le lecteur a l'impression qu'on parle de lui et qu'on lui parle à lui, mieux c'est. C'est-à-dire qu'en fait, il doit se reconnaître dans le discours, dans le cheminement qu'on lui propose. Pour cela, on doit lui parler un langage qu'il connaît, évoquer des difficultés auxquelles il est confronté, lui donner le sentiment qu'on va lui apporter une résolution à sa mesure. Et il doit se sentir à la lecture plus fort, plus intelligent et compris à la fin de la lecture. C'est un peu comme dans, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, les livres dont vous êtes le héros. Moi, quand j'étais petite fille, j'adorais ces livres-là. C'était des livres avec des choix multiples, c'est-à-dire qu'on était un héros et à un moment donné, on nous posait la question, ok, tu es arrivé devant le château, donc qu'est-ce que tu fais? Tu tapes à la porte, tu t'enfuis, tu affrontes le dragon et en fonction du choix qu'on avait fait, on allait sur une autre page et on vivait une aventure totalement différente et c'était vraiment formidable parce qu'on avait une impression de choix et de maîtrise de la narration qui faisait qu'on avait une expérience de lecture ludique et très agréable. Et je pense effectivement qu'offrir une expérience au lecteur, c'est vraiment la clé. Je pense que c'est ce qui nous distingue, ce qui va distinguer un texte d'un autre, c'est vraiment comment le lecteur s'est senti pendant qu'il lisait le texte. Et je vais juste rebondir sur ce que vous m'avez demandé auparavant pour les techniques en formation. J'ai eu le temps de réfléchir entre-temps. Je pense que ce qui qualifie vraiment mon type de formation, c'est à la fois la création d'un effet de groupe et le jeu. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important. Je trouve qu'on apprend mieux en s'amusant. Enfin, je suis pas la seule à dire ça. Il y a des études qui en parlent beaucoup mieux que moi. Je pense que plus on prend de plaisir, plus on s'amuse en apprenant et en pratiquant quelque chose de nouveau, plus on a de chances de l'ancrer dans sa mémoire et d'avoir des bons automatismes. Voilà. D'accord. Alors, quand on manque de temps, quelles sont les stratégies efficaces pour améliorer un texte rapidement? J'ai envie de dire que quand on manque de temps, il faut accepter d'en perdre quand même un peu. Ouais. Pourquoi? Parce que je pense que vraiment, quand on veut rendre un texte plus efficace, le meilleur moyen pour cela, c'est de le mettre de côté pendant, si on peut, quelques jours, quelques heures, quelques minutes, mais vraiment essayer de s'en détacher un peu, faire une autre activité et le reprendre, et là le relire, mais sans pitié. Alors quand je dis sans pitié, je dis qu'il faut supprimer un maximum d'adverbes, supprimer les répétitions, ce qui est différent de faire une synthèse. La synthèse est importante, mais supprimer les répétitions, changer les verbes passifs en verbes actifs. Par exemple, nous avons été alertés sur l'importance de, non, nous vous alertons sur l'importance de, par exemple. Et aussi, vraiment être très très attentif à ce qu'on appelle les verbes faibles, comme voir, dire, faire, mettre, vouloir, pouvoir, avoir, être, ce genre de verbes.
Par exemple, Monsieur Dupont a un rôle très important dans l'entreprise. Non, Monsieur Dupont joue un rôle très important dans l'entreprise. Il ne ferait jamais l'erreur. Non, il ne commettrait jamais l'erreur. Vraiment essayer, c'est ce que je disais au début, c'est plus on est précis, plus on a un impact et plus on est concis aussi. Et le texte sera beaucoup plus efficace. D'accord. Et maintenant, comme vous savez, c'est l'ère de IA. Donc, est-ce que vous recommandez d'utiliser IA pour produire l'écriture? Alors, je pense que l'IA peut aider à structurer sa pensée, à structurer son texte. Si je demande à l'IA de me faire un plan pour justement les marches de mon escalier dont je parlais tout à l'heure, l'IA peut donner une structure qui tient la route, qui serait intéressante, même si on peut l'étoffer. Le but de cet outil, c'est pas de faire le travail à notre place, c'est de nous faciliter le travail. Donc, pourquoi pas? Après, pour ce qui est de la rédaction, pour moi, à partir du moment où on est capable à la lecture, encore pour l'instant, de repérer que c'est une IA qui a écrit, eh ben, il vaut mieux écrire soi-même. Parce que l'IA, elle fonctionne en rédaction, en fait, elle va fonctionner en se disant « Ok, j'ai mis tel mot, quel est le mot qui a la plus grosse probabilité de revenir après ?» C'est une question de probabilité, l'IA. Sauf que quand on écrit un texte, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des implicites. On veut créer une connivence avec le lecteur, on veut créer un lien émotionnel. Et entre un texte écrit par une IA qui sera moyen et surtout qui ne dégagera aucune émotion, et un texte que vous aurez écrit vous-même, ben c'est le texte que vous aurez écrit vous-même qui va faire la différence. Parce que il y aura de vous dedans. Oui, je comprends. Donc, bon, hein. Maintenant, on parle à propos de quelque chose de très professionnel. Comme vous savez, l'écriture est devenue un atout majeur pour faire avancer sa carrière parce qu'il y a plein d'opportunités en Inde qui a bonne écriture, qui a bonne commande sur l'écriture comme les postes comme traducteur et responsable de contenu comme ça. Donc, comment utiliser efficacement sur des plateformes comme LinkedIn ou un blog ou comment on peut utiliser ces choses? C'est une bonne question. Déjà, je dirais que dans ce cas-là, ne pas oublier toutes les techniques qu'on a apprises pour mettre en avant un produit, enfin tout ce qu'on a pu apprendre, il faut se vendre soi-même et les appliquer à soi-même pour démontrer justement ses talents. Mais je pense effectivement qu'il faut s'adapter aux exigences du support qu'on va utiliser. Sur LinkedIn, par exemple, il faut capter l'attention rapidement avec une première phrase accrocheuse qui va directement dans le vif du sujet, qui va l'exposer tout de suite, et puis être capable d'emmener notre lecteur dans ce fameux escalier, mais il faut que l'escalier contienne finalement peu de marches, parce que sur un réseau social, l'attention est très réduite. On ne peut pas développer 10 idées. Pour moi, 5, ça me paraît déjà un grand maximum. Bon, après, je vous apprendrai pas que les appels à l'action, le like, le commentaire, le partage sont très importants. Mais je pense vraiment que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent de concision, de simplicité, d'aération, c'est très important, de personnalisation aussi, c'est-à-dire laisser transparaître sa personnalité. Je pense que c'est important. Alors, je vais parler aussi d'une chose qui n'engage que moi, mais j'ai envie de dire, arrêtez sur LinkedIn de mettre des emojis devant toutes les phrases. Déjà parce que c'est banal, tout le monde fait ça, donc ça ne va pas attirer l'attention, ça va pas vous démarquer de la concurrence. Et pour
pas mal de personnes, c'est même insupportable. Et j'ai envie d'ajouter que, comme je disais en début de podcast, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc, si on a besoin d'emojis, c'est que le texte est trop faible, est trop flou, et qu'il faut le reprendre. Voilà. D'accord. Et comme vous êtes autrice et scénariste, alors, par exemple, moi-même aussi commencé de produire un des livres, mais c'est pas facile, hein? Ça demande beaucoup de Non. discipline. Alors, si quelqu'un veut commencer à écrire un livre ou un guide professionnel, par où doit-il commencer? Est-ce que vous avez quelques conseils? Ouais. Encore une fois, lire la concurrence, voir ce qui se fait et comment ça se fait ailleurs. Parce que déjà, dans un premier temps, l'intérêt du livre professionnel va résider dans ce qu'il apporte de différent et de nouveau par rapport à ce qui existe. Ça peut être sur le fond, c'est-à-dire qu'est-ce que je dis de plus, Mhm. mais aussi sur la forme, qu'est-ce que je dis de mieux, comment je l'exprime mieux. Donc vraiment, il faut savoir ce qui se fait. Ensuite, encore une fois, il faut bien connaître sa cible pour parler son langage. Si je m'adresse à des experts, je ne parle pas de la même façon que si je m'adresse à des néophytes. Ensuite, vraiment, pour moi, la clé, c'est de se faire un plan détaillé avec les idées principales qu'on veut développer, quitte à en supprimer quelques-unes, parce que si on développe trop d'idées, on va diluer le message. Et enfin, j'ai envie de dire que le plus important, c'est de faire confiance à sa passion, à son envie de partager ses connaissances, parce que c'est ce qui va faire la différence chez vos lecteurs et qui va leur donner envie de vous lire jusqu'au bout et de vous recommander aussi. C'est encore une fois l'expérience de lecture qu'ils vont avoir. Au-delà de tout ce qu'ils auront appris, il y a aussi comment ils se seront sentis. Donc vraiment, gardez en tête que vous êtes là pour être un facilitateur et on facilite d'autant mieux quand on crée une bonne atmosphère et que la personne prend du plaisir à vous lire. Et pour ça, il faut que vous ayez du plaisir à écrire. Parce que ça se sent, je peux vous assurer que si vous vous ennuyez vous-même ou si c'est une corvée d'écrire, eh bien pour votre lecteur, ce sera une corvée de vous lire. Oui, Voilà. super. Merci. Je pense que j'ai bien demandé des questions, ce que j'ai. D'accord? Alors, merci beaucoup, Anke, Merci. énormément pour ces conseils incroyables. Alors, je veux que vous pouvez ajouter des mots pour terminer ce podcast, quelques conseils ou quelques motivations pour les personnes qui veulent écrire comme vous, hein, ou écrire dans leur style propre. Lancez-vous, n'ayez pas peur, surtout n'ayez pas peur de faire des fautes, de pas maîtriser toutes les expressions, c'est pas grave du tout. Vraiment, ce qui compte, c'est encore une fois, c'est votre passion, c'est votre envie de transmettre et de communiquer. Et la communication, elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être sincère. Et à partir du moment où vous serez sincère, eh bien, vous toucherez votre interlocuteur. Ouais. Voilà. Merci beaucoup tout le monde pour d'avoir écouté ce podcast. À très bientôt. Merci beaucoup, Ingrid, encore une fois. Merci, c'était vraiment super. Merci beaucoup.